Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire bien avant que le chagrin ne durcisse son regard. Suzanne Ramirez n'était qu'une fille avec de grands rêves et du sel dans les cheveux, née et élevée dans la ville balnéaire de Monterey, en Californie. L'océan était sa berceuse, le brouillard son rideau et le vent de la baie portaient à la fois promesses et chagrin. Sa vie se déroulait dans un modeste cottage d'un étage niché entre des champs de fleurs sauvages et des boîtes aux lettres rouillées. Où les rires résonnaient autrefois et où l'amour était servi chaud à côté de tortillas fraîches. Ses parents, Anna et Miguel Ramirez, étaient des gens simples et travailleurs. Anna tenait une petite boulangerie qui sentait la cannelle et les amandes tandis que Miguel réparait des filets de pêche cassés sur la jetée, ses mains calleuses mais douces. Ils ont appris à Suzanne à être gentille, à écouter plus qu'elle ne parlait et à croire que la vie, même cruelle, pouvait encore offrir des moments de beauté. Suzanne était calme, observatrice et naturellement compatissante, une vieille âme dans la peau d'une jeune femme. Son endroit préféré au monde était l'atelier de son père où le sol craquait d'histoire et où l'air sentait toujours le cèdre et l'eau de mer. Elle aimait les puzzles, les jeux de logique et tout ce qui impliquait résoudre un mystère avec précision dès le plus jeune âge. Elle gravitait vers les ordinateurs, comprendre le code lui venait aussi naturellement que respirer au lycée. Elle était le genre d'étudiante qui cachait son génie sous des pulls usés et des sourires discrets, le genre qui donnait des cours particuliers à des camarades de classe qui oubliaient plus tard son nom. Mais cela ne la dérangeait pas. Elle avait des rêves qui s'étendaient au-delà des frontières de Monterey. Elle voulait construire des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne se cassaient pas comme les gens. Lorsqu'un conducteur ivre a emmené ses parents par une nuit pluvieuse de janvier, le monde de Suzanne s'est effondré. Sa sœur aînée Julia, éloignée depuis longtemps, poursuivait une carrière de mannequin à Chicago. Suzanne a été laissée seule à seulement 19 ans. Elle aurait pu quitter l'université, elle l'a presque fait mais quelque chose en elle refusait d'abandonner. Elle a travaillé 2 fois plus dans un café, nettoyé des cabinets de dentiste après les heures et codé la nuit dans la bibliothèque du campus jusqu'à ce que ses doigts s'engourdissent. Elle portait le chagrin comme une seconde peau, mais ne l'a jamais laissé l'endurcir. Sa colocataire Mia-Tran, une étudiante en journalisme audacieuse avec du feu dans les veines et de l'impertinence dans sa démarche, est devenue sa seule famille. Ensemble ils ont partagé des nouilles ramen, des factures en souffrance et des secrets murmurés à travers les larmes. Et bien que la vie ait continué à tester les limites de Suzanne, elle a continué à s'élever lentement et tranquillement avec la grâce de quelqu'un qui avait appris que survivre était en soi une sorte de triomphe. Au moment où Suzanne Ramirez est entrée dans le hall animé des technologies de l'acétate, elle avait l'impression de traverser un nouveau monde, un monde où les ascenseurs en verre bourdonnaient doucement, les talons de créateurs claquaient sur les sols en marbre et l'odeur de l'espresso s'accrochait à l'air comme un parfum cher. Elle avait décroché le poste après 3 séries d'entretiens, une évaluation technique et un test surprise qui l'avait presque fait pleurer, mais elle avait réussi et non seulement elle a réussi, mais elle les a impressionnés. Son attitude douce a frappé un esprit vif comme un rasoir et son codage propre et efficace s'est démarqué dans une mer de CV plus flashy. À juste 23, Suzanne est devenue l'une des plus jeunes développeuses de l'équipe d'optimisation des systèmes de l'entreprise. C'était son premier emploi à temps plein dans la technologie. On avait l'impression que le destin lui avait enfin ouvert la porte. Son premier jour chez Acetate a été bouleversant. L'orientation d'intégration était un flou de diapositives, d'identifiants de connexion et de jargon d'entreprise. Elle comprenait à peine mais elle écoutait, elle absorbait, elle posait des questions là où d'autres essayaient de prétendre qu'ils savaient tout. Suzanne était affectée à l'équipe Delta, un département responsable du développement d'outils internes et de l'amélioration des intégrations multiplateformes. Ce n'était pas glamour, mais c'était vital. Son superviseur direct, une femme vive et intimidante nommée Amelia Liu, a clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour les fainéants. Suzanne n'a pas bronché, elle a installé son poste de travail avec une concentration silencieuse en ajoutant une photo encadrée de ses parents et un post-it sur lequel était simplement écrit « Gagner cela en les semaines suivantes ». Elle est devenue connue au bureau comme la tempête silencieuse. Elle ne s'est pas engagée dans les ragots de la cafétéria ni ne s'est attardée au café, mais son éthique de travail impeccable en 2 mois. Elle avait débogué un problème logiciel hérité qui hantait le système depuis plus d'1 an. Cela lui a valu une petite mais significative mention à l'échelle de l'entreprise. Une personne qui l'a remarqué était Diana Caldwell, la coordinatrice des RH, et l'une des rares personnes qui ont essayé de percer la coquille de Suzanne. Diana était une mère célibataire chaleureuse avec un sens de l'humour méchant et elle a rapidement adopté Suzanne comme une sorte de petite sœur. Elles ont commencé à déjeuner ensemble 1 fois par semaine et c'est par l'intermédiaire de Diana que Suzanne a été invitée à son premier événement d'entreprise après les heures de travail. C'est également par l'intermédiaire de Diana que Suzanne a entendu parler de l'homme que tout le monde au bureau semblait craindre, admirer ou tomber amoureux. Mais elle ne l'avait pas encore rencontré. En dehors du travail, Suzanne vivait encore modestement.
Elle partageait un petit appartement avec Mia dont la carrière de journaliste avait décollé dans une publication locale. Leur maison était leur sanctuaire encombré de meubles de friperie, de tasses dépareillées et de guirlandes lumineuses. Ils n'ont jamais pris la peine de les démonter. Le week-end, Suzanne adorait visiter les librairies d'occasion, s'occuper de son petit jardin sur son balcon ou faire du bénévolat dans un camp de codage pour jeunes locales. Elle n'a pas eu beaucoup de rendez-vous. La seule relation sérieuse qu'elle a eue à l'université s'est terminée lorsqu'un petit ami de l'époque l'a accusée d'être trop obsédée par sa carrière. Elle n'avait aucun regret. L'amour, elle le croyait, la trouverait quand le moment serait venu point droite. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que la vie était déjà en train de créer une illusion magnifiquement enveloppée, une illusion si convaincante que même elle, malgré toute sa prudence, tomberait directement dans ses bras. C'était un mardi après-midi lorsque Suzanne croisa enfin le chemin de l'homme dont le nom était murmuré dans le bureau comme un charme et une malédiction. Solomon Jones. L'entreprise venait de terminer une réunion trimestrielle et la salle de pause était inhabituellement bondée. Suzanne, habituellement prompte à s'éclipser sans se faire remarquer, resta en arrière pour remplir son thermos. C'est à ce moment-là qu'il entra, vêtu d'un costume anthracite sur mesure, d'un agenda relié en cuir sous le bras et d'une présence qui attirait l'attention comme la gravité. Quelques personnes redressèrent leur posture. Quelqu'un laissa tomber une fourchette. Suzanne leva brièvement les yeux, peu impressionnée par le style. Elle retourna à son thé. C'est à ce moment-là qu'il la remarqua. Non pas parce qu'elle le regardait, mais parce qu'elle ne le regardait pas. Solomon avait construit toute sa personnalité sur le contrôle des salles de conversation, des gens. À 32 ans, il était passé d'analyste junior à directeur des solutions d'entreprise en moins de 6 ans, un record chez Aztec. Ses collègues spéculaient que c'était ses talents de négociateur, d'autres son charme. La vérité était bien plus complexe. Solomon avait appris il y a longtemps que le monde n'était pas gentil avec les pauvres. Il a grandi dans un parc de caravanes à l'extérieur de Sacramento, élevé par une mère célibataire qui servait des tables et pleurait souvent jusqu'à s'endormir après des quarts de travail de 12 heures. Il a juré qu'il ne vivrait jamais comme ça. Il a lu des livres de psychologie à 12 ans, a étudié le langage corporel à 14 ans et à 17 ans, il maîtrisait l'art de dire aux gens exactement ce qu'ils voulaient entendre. Le succès pour Salomon n'était pas seulement une question d'ambition, c'était une question de survie. Il s'est présenté avec un sourire narquois et une voix trempée dans la soie. « Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés, dit-il. Tu es Suzanne, n'est-ce pas? De l'équipe Delta. Elle hocha la tête avec prudence, mais poliment. Oui, Suzanne Ramirez. Il lui tendit la main et elle la serra brièvement, ne sachant toujours pas pourquoi, son cœur fit un bond. Au cours des jours suivants, il commença à apparaître plus souvent. Un commentaire ici, une question là. Au début, cela semblait inoffensif. Il la complimenta sur la révision de son code, lui demanda son avis lors des réunions, lui apporta même une fois son snack préféré, des chips de banane à son bureau. Juste une coïncidence. Il dit avec un clin d'œil. Suzanne se surprit à rire à ses blagues, quelque chose qu'elle faisait rarement avec quelqu'un en dehors de son cercle. Mia remarqua immédiatement le changement. Cet homme a des signaux d'alarme de niveau PDG. Elle l'a averti un soir mais Suzanne secoua la tête. Il est gentil avec moi et il écoute. Il ne fallut pas longtemps avant que Salomon l'invite à prendre un café après le travail. Juste un café juste entre collègues mais cela ne ressemblait pas à n'importe quoi. Ils étaient assis près de la fenêtre d'un café tranquille à échanger. Des histoires. Il lui a parlé de son enfance difficile, ses luttes avec la stabilité, son admiration pour les gens qui ont construit leur propre chemin. Suzanne gardait mais empathique à partager des bribes de son chagrin, sa passion pour la technologie et sa peur d'être considérée comme faible. La connexion n'est pas née de la romance mais de la vulnérabilité et c'est comme ça que tout a commencé, pas avec des roses ou de grandes déclarations, mais avec deux personnes soignant silencieusement leurs blessures dans le coin d'un café, tous deux convaincus. Ils avaient enfin trouvé quelque chose de réel. Cela a commencé par de petits gestes, un parapluie tenu au-dessus de sa tête pendant une averse surprise, un croissant chaud laissé à son bureau le lundi matin et des textos envoyés tard le soir qui commençaient par « ça va aller » se terminaient par « je suis là si jamais tu as besoin de parler ». Suzanne a essayé de ne pas trop y penser. Mais quelque part entre les sauts de ligne et les pauses café, Solomon Jones s'était frayé un chemin dans sa vie comme Ivy sur la brique. Il était attentif, il savait toujours quand parler et quand se taire. Quand elle était nerveuse à propos de sa première grande présentation en solo, il la coachait à travers chaque diapositive. Quand elle a attrapé la grippe, il est passé à son appartement avec de la soupe maison. Bien que Mia ait plus tard souligné que le récipient avait été acheté en magasin avec l'étiquette décollée à la hâte, l'idée comptait toujours, du moins c'est ce que Suzanne se disait.
C'était une construction lente, une cour tranquille enveloppée dans le professionnalisme des discussions de couloir et des déjeuners d'équipe. Quand Solomon l'a finalement invité à un vrai rendez-vous, c'était formulé aussi désinvoltement que de commander un déjeuner. Il y a une exposition d'art vendredi soir. Je pense que tu adorerais ça. Le cœur de Suzanne s'était emballé, mais elle hocha la tête froidement. Bien sûr, ça a l'air bien cette nuit-là. Elle portait une robe noire empruntée à Mia et un collier de perles de sa mère. La galerie était intime, remplie de jazz doux et d'un éclairage tamisé. Solomon lui tenait la main légèrement possessivement et pour la première fois depuis des années, Suzanne avait l'impression que quelqu'un la voyait vraiment, non pas comme une orpheline, un cas de charité ou juste un autre singe du code, mais comme une femme. Il n'a pas essayé de l'embrasser ce soir-là, il l'a simplement raccompagnée à sa porte, a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille et a dit: j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je te vois comme ça. Leur relation s'est rapidement épanouie après cela. Pour les étrangers, cela ressemblait à un conte de fées, le brillant jeune développeur et le directeur magnétique, mais à l'intérieur, de petites fissures ont commencé à se former au début. Suzanne a mis cela sur le compte du stress, Solomon étant brusque après de longues réunions ou dédaigneux lorsqu'elle exprimait ses inquiétudes. Il n'aimait pas quand elle parlait trop longtemps à d'autres collègues masculins. Il a fait remarquer une fois que Mia avait une mauvaise influence, même si Mia n'avait été que protectrice. Il y a eu des moments quand ses éloges semblaient condescendants, comme s'il la traitait de petit génie lors de réunions ou plaisantait en disant qu'elle était trop gentille pour être prise au sérieux dans le domaine de la technologie. Pourtant, il était affectueux et présent et il s'excusait toujours après chaque commentaire déplacé avec des fleurs ou des notes manuscrites. Puis vint la demande en mariage. Inattendue, grandiose et si publique que dire non aurait été ressenti comme une trahison. Cela s'est produit lors d'un gala annuel de Citex où des lustres et des centaines d'yeux. Salomon avait pris le micro pour porter un toast et à mi-chemin s'était tourné vers elle avec une boîte en velours à la main. Suzanne Ramirez, tu as été le calme de ma tempête. Veux-tu m'épouser? La foule haleta. Suzanne se figea. Son cœur était un battement de tambour de confusion et de peur, mais elle sourit, hocha la tête et murmura: oui. Les applaudissements rugirent et les coupes de champagne tintèrent tout autour d'eux. Pourtant, au creux de son estomac, quelque chose se serra, pas de doute, pas de regret. Mais une voix silencieuse murmura que ce n'est pas ce à quoi l'éternité est censée ressembler. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Suzanne avait voulu quelque chose de simple, une cérémonie intime, des amis proches. Peut-être un décor de plage qui lui rappelait la maison, mais Salomon insistait sur la grandeur. Tu mérites d'être célébré. Il avait dit cependant. On aurait dit qu'il voulait plutôt être admiré. Le lieu était une salle en marbre avec des accents dorés et des baies vitrées donnant sur la baie de San Francisco. La liste des invités était gonflée de relations d'affaires, les investisseurs et le cadre que Suzanne n'avait jamais rencontré. Mia était sa demoiselle d'honneur, debout, mal à l'aise dans une robe verte moulante et lançant des regards noirs à Solomon pendant les vœux. Suzanne a souri. Ce jour-là était serein, presque trop calme, comme si elle avait dû le vouloir pour qu'il existe. Elle marchait vers un avenir pavé d'incertitudes. Mais le monde ne voyait que la robe de soie et la paire parfaite. La lune de miel d'une semaine en Toscane était plus pittoresque que passionnée. Salomon a passé la majeure partie du voyage à vérifier ses emails, à prendre des appels et à organiser des réunions avec des clients européens. Lorsque Suzanne a essayé d'engager des conversations sur leur projet, où ils vivraient, comment ils équilibreraient travail et famille, il a dévié. Profitons simplement du moment. Il disait, mais le moment semblait toujours appartenir plus à son téléphone qu'à elle. Leur 3e nuit en Italie, tout en regardant le coucher de soleil depuis la terrasse d'une salle. Suzanne a évoqué l'idée de poursuivre son master à temps partiel. Le sourire de Solomon était mince. Pourquoi? Tu as déjà un super boulot en plus, nous allons bientôt fonder une famille. Ne rend pas la vie plus compliquée. Le sujet a été abandonné. Ses rêves ont été discrètement rangés à côté de son verre de vin intact. De retour aux États-Unis, la vie de couple s'est installée dans une routine qui semblait étrangement performative. Au travail, il gardait une façade professionnelle bien que les murmures se propageaient dans les box comme une traînée de poudre. Suzanne était maintenant la femme du directeur. Et avec cela est venu l'examen minutieux, l'envie et la distance tacite de son équipe. Solomon a lentement commencé à interférer avec son travail, suggérant des modifications à ses rapports, annulant ses décisions lors des réunions, l'affectant même à des projets moins importants sous prétexte de protéger sa paix à la maison. Les choses n'allaient pas beaucoup mieux. Salomon avait des règles: pas d'invités sans préavis. Pas de travail tard le soir sur son ordinateur portable et pas d'appel téléphonique de Mia après 21h. Au début, Suzanne les a défiés, mais à chaque dispute venaient des silences froids, des excuses chargées de culpabilité et des cadeaux coûteux qui ressemblaient plus à des bandages qu'à des bombes. Le passage de la cour au contrôle était si progressif que Suzanne n'a pas vu la ligne avant de l'avoir déjà franchie. L'appartement luxueux et minimaliste de grande hauteur ressemblait plus à une salle d'exposition qu'à une maison. Les meubles dépareillés lui manquaient, les rires autour des ramen lui manquaient, le sarcasme de Mia et le réconfort de sa propre voix lui manquaient.
Mais elle n'arrêtait pas de se dire, c'était ce qu'elle voulait. Pourquoi avait-elle travaillé? Ce que ses parents auraient été fiers de voir. Alors elle souriait pour les photos, portait des toasts lors des dîners d'entreprise et jouait le rôle de l'épouse qui réussissait avec une grâce d'entraînement, mais au fond d'elle-même, quelque chose de fragile avait commencé à se fissurer et pour la première fois, elle se demandait si l'amour pour lequel elle avait tant sacrifié était réel ou juste une illusion soigneusement conçue dans un costume. Les bleus n'ont pas commencé avec les points. Ils sont d'abord apparus comme des silences, des absences aiguës et mordantes dans la conversation qui glaçaient l'air plus que n'importe quelle insulte. Suzanne l'a remarqué dans la façon dont Salomon regardait au-delà d'elle quand il était en colère, faisant semblant de ne pas exister jusqu'à ce qu'elle s'excuse pour une erreur. Elle n'avait pas fait la première pique verbale est venue après un dîner du conseil d'administration où Suzanne avait répondu à une question technique d'un client mieux que lui dans le trajet en voiture pour rentrer à la maison. Sa voix était basse et calme. Tu m'as embarrassé. Il a dit ne fais plus jamais ça. Elle a essayé d'en rire, mais son expression n'a pas changé. L'échymose sur sa confiance a persisté plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Lentement, un schéma s'est formé où le succès a invité le ressentiment, où son indépendance a été traitée comme une rébellion au travail. Le traitement de Suzanne par Salomon est devenu plus calculé. Il a commencé à l'exclure des briefings d'équipe, à réorienter ses tâches et à faire des commentaires lors des réunions qui ont subtilement miné ses compétences. Faisons vérifier les chiffres de Suzanne juste au cas où. Il dirait avec un sourire qui masquait le poignard. Ses collègues autrefois chaleureux et collaboratifs sont devenus hésitants avec elle. Certains la voyaient comme privilégiée, d'autres craignaient la colère de Salomon par association. Les murs d'un Satek. Une fois que son sanctuaire a commencé à se fermer, Mia a remarqué le changement instantanément. Tu disparais. Elle a dit à Suzanne dimanche après-midi. Ton étincelle, ta voix, c'est comme si tu t'excusais d'avoir pris de la place. Suzanne a essayé de protester mais sa voix s'est brisée au milieu de la phrase. Elle n'avait pas réalisé qu'elle n'était pas vraiment partie depuis des semaines. Le coup physique est venu un jeudi soir 5 mois. Après le mariage, c'était à cause d'une petite chose, une question innocente sur une étrange transaction bancaire. Suzanne a trouvé en mettant à jour leur compte joint. Salomon a craqué, sa voix est devenue venimeuse, l'accusant d'espionner, de douter de lui, d'être ingrate. Quand elle a essayé de parler, il a jeté le téléphone à travers la pièce en le brisant contre le mur et puis presque au ralenti. Il l'a poussé pas fort, pas assez pour causer une blessure, juste assez pour envoyer un message clair. Suzanne a trébuché en arrière en heurtant le bord de la table à manger. Le silence a suivi. Il l'a fixé pendant un moment, les yeux fous, la mâchoire serrée, avant de reculer et de murmurer. Tu m'as fait faire ça. Il s'est excusé. Le lendemain matin, lui a acheté un nouveau téléphone, fait des crêpes, a laissé un mot sur son oreiller qui disait: je déteste qui j'étais hier soir. Je ne veux pas te perdre. Mais quelque chose à l'intérieur de Suzanne avait changé. Elle n'en a parlé à personne, ni à Mia, ni à Diana, pas même au miroir. Mais la nuit, quand les lumières de la ville scintillaient contre les fenêtres de leur appartement, elle resta éveillée, se demandant si c'était vraiment sa vie maintenant, si l'amour était censé être une bataille entre la douleur et les excuses, et tandis que les bleus commençaient à s'estomper de sa peau, ceux de son âme commencèrent à s'enraciner plus profondément, plus sombres et plus difficiles à cacher. Le printemps arriva à San José avec des vents vifs et des levers de soleil pleins d'espoir, mais Suzanne Ramirez n'en ressentait rien. À présent, sa routine était devenue robotique, s'habiller, arriver à Assetec, sourire, juste assez, parler seulement quand c'est nécessaire et se retirer tranquillement dans son coin du bureau. Les bleus sur son bras s'étaient estompés, mais le malaise dans sa poitrine ne l'avait pas fait. Elle se déplaçait comme un fantôme dans un endroit qui lui avait autrefois donné un but. C'est pendant cette sécheresse émotionnelle qu'une nouvelle présence entra dans le bureau, quelqu'un qui allait façonner le prochain tournant douloureux de sa vie. Sonia Castillo. Sonia était tout ce que Suzanne n'était pas, audacieuse, radieuse, imperturbable. Elle avait été transférée du bureau d'Assetec à New York et avait été présentée comme la nouvelle stratège des relations clients recrutée pour moderniser leur partenariat de marque. Sonia avait une façon sans effort d'attirer l'attention, de longs cheveux noirs de jais, des blazers ajustés et des couleurs sans complexe. Et un rire qui résonnait dans les couloirs de verre comme une mélodie. Elle n'était pas arrogante, mais elle se déplaçait avec une confiance qui faisait réfléchir les autres. Suzanne l'a remarqué pour la première fois lors d'une réunion d'équipe lorsque Sonia a proposé une idée innovante et pointue sur la restructuration numérique. La salle a applaudi, même Salomon a levé les yeux de son téléphone. Intelligent, a-t-il dit, très intelligent. C'était la première fois depuis des semaines. Suzanne l'avait vu sourire à quelqu'un comme ça dans les jours qui ont suivi. Sonia et Salomon ont commencé à travailler trop étroitement. Les longues séances de brainstorming se sont transformées en pause café privée. Les messages Slack se sont transformés en regards échangés. C'était subtil au début, facilement négligeable, mais Suzanne a remarqué le changement. Salomon a commencé à s'habiller plus élégamment en restant plus longtemps au bureau et en rentrant plus tard avec de vagues explications. Un soir, Suzanne est entrée dans le salon exécutif plus tôt que d'habitude et a trouvé Sonia perchée nonchalamment sur la coudoir du fauteuil de Salomon, riant de quelque chose qu'il avait murmuré. Ils ont tous deux été surpris.
dit Sonia comme si de rien n'était. Solomon se leva brusquement. Nous étions juste en train de revoir un argumentaire. Suzanne a souri poliment et s'est éloignée, mais le nœud dans son estomac s'est resserré. Ce n'était pas de la jalousie, du moins pas au début. Suzanne avait toujours été en sécurité dans sa voix, mais c'était différent. Ce n'était pas seulement que Sonia était belle. C'était qu'elle n'était pas touchée par le poids que portait Suzanne. Elle n'avait pas vu Salomon en colère, n'était pas restée dans la cuisine à se demander si elle avait dit quelque chose de mal, n'avait pas mémorisé le volume de sa voix avant qu'il ne devienne dangereux. Sonia voyait le masque que Suzanne portait avec l'homme derrière et, bien que personne n'ait rien dit, la tension tacite dansait dans les coins du bureau. Les gens remarquaient les regards, les sourires, la proximité. Pourtant personne n'osait le remettre en question, pas tant que Salomon détenait le pouvoir, pas tant que Suzanne gardait le silence, mais au fond d'elle une graine avait été plantée, une qui allait bientôt germer dans le démêlage de tout ce que Suzanne s'était sacrifié pour protéger. Les premiers signes étaient silencieux, à peine des murmures derrière les portes de la salle de réunion et de brefs regards échangés dans les couloirs. Suzanne a remarqué que lors d'une réunion stratégique hebdomadaire où le comportement normalement confiant des cadres supérieurs semblait tendu, garder quelque chose n'allait pas. À la fin de la journée, 3 membres de l'équipe financière interne d'Acetix s'étaient enfermés dans une salle de conférence aux parois de verre avec des dossiers empilés en hauteur et des ordinateurs portables ouverts, visage tiré et sérieux. Salomon pendant ce temps bougeait à travers le bureau avec son charme habituel, mais il y avait une légère urgence dans ses pas, une tension dans sa mâchoire qui ne passa pas inaperçue. Quand Suzanne demanda si tout allait bien, il fit signe de ne pas répondre. Des audits de routine, dit-il avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. Le lendemain matin, les choses s'intensifièrent. Les employés commencèrent à recevoir des demandes de l'équipe d'audit interne pour vérifier la documentation et les journaux d'accès. Les chefs d'équipe furent priés de soumettre des dossiers financiers et plusieurs dossiers plus anciens du département de Solomon furent examinés, puis vinrent les réunions à huis clos. Le nom de Solomon commença à circuler à voix basse, des rumeurs sur des irrégularités dans les contrats des fournisseurs, des frais répétés provenant de comptes fantômes et des écarts et des paiements de bonus liés à des projets terminés. L'entreprise avait lancé une enquête interne discrète au début. Ce n'était qu'un simple soupçon, mais plus les auditeurs creusaient, plus de tendances émergeaient, des factures remontaient à des entreprises inexistantes, des bons de commandes signés pendant les périodes de vacances, des virements électroniques programmés à des heures inhabituelles sous l'approbation des références de Solomon. Suzanne entendit le mot fraude pour la première fois lors d'une conversation dans un couloir entre 2 analystes seniors. Le mot la frappa comme de la glace dans le dos. Mais elle continua de bouger, refusant d'attirer l'attention sur elle. Cet après-midi-là, le directeur technique convoqua une réunion d'urgence à huis clos. Lorsque Solomon revint, il était visiblement secoué. Son col de chemise était défait et il la salua à peine. L'énergie autour du bureau avait changé. La perception s'était transformée en certitude tranquille, la suspicion était devenue la preuve qu'une enquête pour fraude à grande échelle avait commencé et Solomon Jones était au centre de celle-ci. Suzanne était assise à son bureau, le cœur battant, réalisant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un malentendu ou d'une campagne de diffamation, que quelque chose de réel, que quelque chose de dangereux se dénouait et que tout était sur le point de changer. Les murs se refermaient. À la fin de la semaine, l'enquête avait dépassé l'équipe d'audit interne d'Acetix et était entre les mains d'enquêteurs fédéraux. Solomon commença à travailler à domicile, mis officieusement en congé administratif sous couvert de congé exécutif pour raisons de santé. Le silence de l'entreprise était assourdissant, mais Suzanne pouvait sentir la vérité se presser de tous côtés. Du jour au lendemain, leur luxueux appartement en attique ressemblait moins à une maison qu'à un piège. Solomon a passé des heures à faire les 100 pas, à appeler d'anciens collègues, à envoyer des messages à partir d'applications cryptées et à fouiller dans de vieux fichiers, à la recherche de tout ce qui pourrait le sauver. L'homme qui se tenait autrefois comme un roi avait maintenant l'air en lambeaux, paranoïaque et acculé. Puis vint la nuit qui marquerait Suzanne à jamais. Elle revint de l'épicerie, les bras chargés de sacs, pour trouver Solomon assis au bord de leur lit, les cravates dénouées, les yeux rouges. « Nous devons parler. » dit-il doucement. Elle marqua une pause, son souffle retenant sa respiration. Ils ont plus que je ne le pensais, avoua-t-il, des emails, des transferts, des mémos vocaux. Il leva les yeux vers elle, désespéré. Ils vont me faire payer, Suzanne. C'est 15 ans minimum. Elle sentit la pièce basculer, la réalité se fracturant en morceaux. Mais Suzanne sentait la vérité se presser de tous côtés. Du jour au lendemain, leur luxueux appartement en attique ressemblait moins à une maison qu'à un piège. Solomon a passé des heures à faire les 100 pas, à appeler d'anciens collègues, à envoyer des messages à partir d'applications cryptées et à fouiller dans de vieux fichiers, à la recherche de tout ce qui pourrait le sauver. L'homme qui se tenait autrefois comme un roi avait maintenant l'air en haillons, paranoïaque et acculé. Puis vint la nuit qui marquerait Suzanne à jamais. Elle revint de l'épicerie, les bras chargés de sacs, pour trouver Solomon assis au bord de leur lit, les cravates dénouées,
les yeux rouges. Nous devons parler. Dit-il doucement. Elle marqua une pause, son souffle retenant sa respiration. Ils ont plus que je ne le pensais, avoua-t-il, des emails, des transferts, des mémos vocaux. Il leva les yeux vers elle, désespéré. Ils vont me faire payer, Suzanne. C'est 15 ans minimum. Elle sentit la pièce basculer, la réalité se fracturant en morceaux. Mais Suzanne sentait la vérité se presser de tous côtés. Du jour au lendemain, leur luxueux appartement en attique ressemblait moins à une maison qu'à un piège. Solomon a passé des heures à faire les 100 pas, à appeler d'anciens collègues, à envoyer des messages à partir d'applications cryptées et à fouiller dans de vieux fichiers, à la recherche de tout ce qui pourrait le sauver. L'homme qui se tenait autrefois comme un roi avait maintenant l'air en haillons, paranoïaque et acculé. Puis vint la nuit qui marquerait Suzanne à jamais. Elle revint de l'épicerie, les bras chargés de sacs, pour trouver Solomon assis au bord de leur lit, les cravates dénouées, les yeux rouges. Nous devons parler. Dit-il doucement. Elle marqua une pause, son souffle retenant sa respiration. Ils ont plus que je ne le pensais, avoua-t-il, des emails, des transferts, des mémos vocaux. Il leva les yeux vers elle, désespéré. Ils vont me faire payer, Suzanne. C'est 15 ans minimum. Elle sentit la pièce basculer, la réalité se fracturant en morceaux. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Elle murmura sa réponse vint comme une lame calculée et répétait si tu prends la chute dis juste que tu traites ces paiements sans me le dire tu auras une peine réduite peut-être 5 ans peut-être moins tu n'as pas de casier judiciaire tu es la valeur sur Suzanne se figea les mots ne tombèrent pas tout de suite ils résonnèrent rebondirent, grattèrent contre chaque souvenir de sacrifice. Quel est jamais fait pour lui tu veux que je mente aux agents fédéraux, dit-elle lentement sa voix tremblante donner 5 ans de ma vie pour toi il se leva en lui attrapant la main tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour nous. Je te le promets, quand tu reviendras, je te rattraperai. J'attendrai, je reconstruirai tout. Je te jure. Ses yeux, ces mêmes yeux qui la faisaient autrefois se sentir en sécurité, ne contenaient plus que de la peur et quelque chose de pire, l'égoïsme. Il ne lui demandait pas par amour. Il la suppliait par désespoir. Son cœur s'est brisé non pas à cause de la demande, mais parce qu'au fond d'elle, une partie d'elle voulait encore croire en lui. Suzanne n'a pas répondu cette nuit-là. Elle est restée assise dans le salon jusqu'à l'aube, fixant l'horizon tandis que la ville se réveillait sans elle. La pensée de la prison, des années perdues de silence derrière les barreaux, l'étouffait. Mais la pensée de Salomon dans une cellule, l'homme qu'elle aimait autrefois, elle aussi, elle se souvenait de ses histoires d'enfance, de ses peurs de la pauvreté, de la voix de sa mère au téléphone. Alors, quand les agents sont venus frapper 2 jours plus tard, Suzanne s'est avancée. Sa voix était ferme. C'était moi. Elle a dit que j'avais traité les paiements. Il ne savait pas à ce moment-là. Elle a donné sa vie pour un homme qui avait déjà commencé à tourner son regard vers quelqu'un d'autre. Le bruit de la porte de la prison ne ressemblait à aucun autre son que Suzanne avait jamais entendu, fort, final et étrangement creux. Il résonnait dans son corps, résonnant dans son âme comme un chapitre final. Elle n'avait pas accepté d'écrire à Suzanne Ramirez, la développeuse autrefois prometteuse, la femme qui avait construit sa vie une ligne de code à la fois, se tenait maintenant dans un uniforme gris, un numéro sur sa poitrine, ses empreintes digitales ancrées dans un système qui ne s'intéressait pas à la vérité. La peine était légère selon les normes fédérales, 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle et 3 ans en raison de son casier judiciaire vierge, de sa coopération et de ses remords apparents. Mais à l'intérieur, Suzanne n'avait aucun remords. Elle était vidée. Non pas pour ce qu'elle avait avoué, mais pour l'homme pour qui elle l'avait avoué. Les premières semaines furent les pires. Elle fut traitée, déshabillée et jetée dans un bloc de béton qui sentait l'eau de javel, le métal et la tristesse. Sa colocataire, Jada, était une femme nerveuse avec des yeux perçants et une bouche plus rapide. Elle prévint immédiatement Suzanne de ne pas pleurer ici. Les larmes sont du sang dans l'eau. Suzanne ne pleurait pas, non pas par fierté, mais parce qu'elle avait déjà fait toute sa matinée dans le silence de ses dernières nuits à la maison. La routine était brutale. Lumières allumées à 5 heures du matin. Appel à 17h15, petit déjeuner à 18h. Les journées étaient remplies de tâches de lessive, de séances de conseil et de quarts de travail à la bibliothèque. Nuit elle resta éveillée, écoutant les femmes pleurer leurs enfants perdus pendant des années. Elle ne reviendrait jamais pour les anniversaires manqués et les souvenirs effacés mais Suzanne resta silencieuse elle avait choisi cela, s'était portée volontaire pourtant, lentement, la vie derrière les barreaux commença à la façonner à certains égards.
Elle ne s'attendait pas à ce qu'en prison il n'y ait pas de masque, pas de performance, non. Salomon la voici réduite à l'essence brute de qui elle était. Elle a rejoint le programme de la bibliothèque de la prison en se portant volontaire pour organiser les livres et aider les détenus avec la lecture de base et la maîtrise de la technologie. Son expérience en informatique lui a donné une valeur rare. Pour la première fois depuis longtemps, Suzanne s'est sentie nécessaire, vraiment nécessaire. Elle s'est liée d'amitié avec une femme plus âgée nommée Rachel Kim, une ancienne parajuriste qui avait été en prison pendant près d'une décennie. Rachel est devenue son mentor, son guide. Tu peux pourrir ici, Rachel lui a dit, ou tu peux ressusciter. Suzanne a choisi la résurrection. Elle a lu de manière obsessionnelle des livres juridiques, des mémoires, des guides spirituels. Elle a appris la manipulation, les abus narcissiques et comment le pouvoir se déguise et aime les vêtements. La Suzanne qui était entrée en prison fragile, loyale, silencieusement brisée, donnait lentement naissance à quelqu'un de plus sage, plus fort, plus dangereux. Des lettres de Salomon arrivaient de temps en temps. Au début, elles étaient remplies de culpabilité et de déclarations d'amour. Tu me manques, tu es tout pour moi. Je suis perdu sans toi. Elle a répondu une fois, peut-être 2 fois, mais au fil des mois, ces lettres sont devenues plus courtes, puis moins fréquentes, puis ont complètement disparu. La dernière fois qu'elle a eu de ses nouvelles, c'était sur une carte de Noël signée sous le pas d'adresse de retour, pas de chaleur, juste un nom. Kurt détaché, froid, et dans ce silence, Suzanne savait la vérité. Il était passé à autre chose. Son sacrifice n'était pas un lien, c'était une commodité, et quelque part dans le monde extérieur, Solomon Jones vivait libre, mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait jamais imaginer, c'est que la femme qu'il avait trahie ne survivait pas seulement derrière ses barreaux froids. Elle se préparait. Le restaurant était tout ce que Sonia Castillo aimait, exclusif, éclairé aux bougies et perché au bord d'une falaise côtière à Half Moon Bay. Ce n'était pas le genre d'endroit où les gens tombent par accident. Les réservations étaient faites des mois à l'avance. Les serveurs chuchotaient au lieu de parler et les assiettes étaient des œuvres d'art. Salomon l'avait choisi délibérément. Chaque détail de cette nuit-là avait été calculé. Des lys importés à leur table privée, au trio de jazz jouant doucement sa ballade préférée de Miles Davis en arrière-plan. Sonia était assise en face de lui, drapée dans une robe en soie couleur vin, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules en vague parfaite. Elle ressemblait à un tableau. Salomon la regardait attentivement. Chacun d'eux, ses mouvements, chaque sourire, c'était le moment. Il avait répété dans sa tête pendant des mois que Solomon Jones n'avait jamais cru en l'amour, pas l'histoire idiote, mais gentille avec lui. L'amour avait toujours été une transaction, un investissement avec un intérêt émotionnel, et Sonia était son investissement le plus stratégique à ce jour. Elle était belle. Oui, mais aussi pointue, influente et socialement connectée. Elle savait jouer le jeu des apparences aussi bien que lui. Depuis l'incarcération de Suzanne, Sonia était rapidement devenue sa constante, charmante les membres de son conseil d'administration, remodelant son image publique et nourrissant son ego au bon intervalle. Elle comprenait l'ambition d'une manière que Suzanne n'avait jamais eue. Là où Suzanne avait voulu de la chaleur, Sonia offrait de l'éclat. Là où Suzanne avait supplié pour l'honnêteté, Sonia a reflété ses mensonges. Pour Solomon, ce n'était pas une trahison, c'était une évolution. Le dîner était servi en 3 plats, chacun plus extravagant que le précédent. L'assiette finale fut débarrassée et le dessert, un soufflé au chocolat belge artisanal, fut placé devant eux. Solomon se pencha en arrière et lui adressa ce sourire magnétique pratiqué. Le serveur s'approcha avec un plateau en argent et lorsqu'il souleva le couvercle, il y avait une bague nichée à l'intérieur d'une coupe de champagne, un diamant taille émeraude impeccable qui scintillait comme une étoile tombée du ciel. Sonia halta parfaitement, comme si c'était sur commande. Solomon se leva de sa chaise et s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle dans un costume bleu marine sur mesure qui captait parfaitement la lumière chaude. « Sonia Castillo, dit-il doucement et assez fort pour que les tables voisines se taisent. Me feras-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Le restaurant éclata d'applaudissements, mais tout ce que Solomon pouvait voir était le visage rayonnant de Sonia alors qu'elle hochait la tête puis murmurait oui. Il glissa la bague à son doigt d'une main ferme et l'embrassa doucement. Les flashs des téléphones à proximité des serveurs souriaient. Le trio de jazz passa à quelque chose de doux et de festif. Solomon se leva et leva son verre avec une fierté silencieuse, croisant les yeux de sa nouvelle fiancée. Il avait réussi la demande en mariage parfaite au moment parfait pour la femme parfaite pour sa nouvelle vie. Alors que les applaudissements s'estompaient et que la nuit avançait, aucun d'eux ne pensa une seule fois à la femme assise seule dans une cellule de prison, oubliée, effacée, remplacée. Elle fut libérée un mercredi matin sous un ciel qui ne pouvait pas décider s'il voulait pleuvoir ou briller. Après 5 ans de sol en ciment, de barres d'acier et de chiffres au lieu de noms, Suzanne Ramirez franchit la porte de la prison avec rien d'autre qu'un sac en papier brun et un profond silence douloureux dans la poitrine. Personne n'est venu la chercher. Personne n'a attendu sans bras tendus. Le monde avait continué sans elle et maintenant c'était à son tour de la rattraper. Elle monta dans un bus de ville pour Auckland, assise près de la fenêtre et les jeans empruntés et les chaussures de prison regarder le monde défiler en couleurs floues.
Elle n'avait pas vu depuis une demi-décennie, la liberté n'était pas le sentiment exaltant qu'elle avait imaginé. C'était plus calme, plus lourd, plus solitaire. Pendant les premières semaines, Suzanne a vécu dans un logement de transition avec d'autres femmes qui avaient payé pour les mauvais amours, les mauvais choix, la mauvaise survie. L'endroit était propre, mais sentait légèrement le désespoir et la vieille eau de Javel. Elle parlait à peine. Les journées étaient passées à visiter les centres d'emploi, à postuler pour n'importe quel emploi qui ne posait pas trop de questions. Les nuits étaient plus dures. Elle restait éveillée, écoutant la circulation dehors, se demandant ce qu'il était advenu de Solomon. Une petite partie d'elle, une partie stupide et enterrée, espérait toujours avoir de ses nouvelles, une lettre, un appel téléphonique, même un message vocal. Mais rien ne vint. Le silence semblait être la vérité finale. Jusqu'au jour où le silence se brisa. Elle était dans une petite librairie de quartier, essayant de passer l'après-midi à lire dans un coin, lorsque la vieille télévision du magasin s'est allumée au-dessus de la caisse. Au début, elle n'a pas levé les yeux, mais elle a entendu son nom. Solomon Jones, cadre éminent de la région de la Baie et ancien directeur d'Ascetic Technology. Marié hier à Sonia Castillo, associée de longue date, lors d'une cérémonie privée dans un vignoble du comté de Sonoma. Le cou de Suzanne s'est raidi lentement, elle s'est tournée vers l'écran et il était là, Salomon dans un costume sur mesure. Costume souriant radieux, à côté de lui se tenait Sonia, plus grande que Suzanne ne s'en souvenait, dans une robe en dentelle, sa main fièrement enroulée autour et la caméra coupée au baiser. Applaudissements, champagne, pédale, puis à la foule où les visages ascétiques familiers applaudissaient. C'était officiel, l'homme pour lequel elle était allée en prison avait épousé sa meilleure amie. Suzanne ne pouvait pas bouger, le livre qu'elle tenait lui glissa des doigts et heurta le plancher en bois avec un léger bruit. Sur la caissière derrière le comptoir jeta un coup d'œil mais ne dit rien, sa vision se brouilla, sa poitrine se serra. Mais elle ne pleura pas la pas en public, elle quitta le magasin dans un état second, marchant sans direction pendant des pâtés de maison. La ville était bruyante, mais son monde était silencieux, non pas parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait, mais parce qu'elle l'avait finalement compris. La trahison n'a jamais été une erreur, c'était un plan, un avenir. Salomon avait toujours eu l'intention de construire sans elle, et à ce moment-là Suzanne réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu 5 ans, elle avait été effacée de l'extérieur. Sonia Castillo Jones était l'épouse parfaite, élégante, articulée et toujours prête à être photographiée. Elle honorait les déjeuners de charité et les événements d'entreprise comme si elle était née pour ça, mais derrière les portes closes de leur propriété au sommet d'une colline, Sonia était tout sauf gracieuse, son langage amoureux était le luxe, chaque émotion qu'elle exprimait avait un prix. Chaussure de créateur quand elle était contente, traitement silencieux si Salomon oubliait un cadeau, menace de scandale s'il contestait ses dépenses. Le mariage n'était pas construit sur la confiance ou l'affection, mais en contrôle. Sonia ne se contentait pas de profiter de la richesse, elle l'exigeait, la vénérait et la gardait avec la fureur de quelqu'un qui avait connu la pauvreté et avait juré de ne jamais revenir, et elle s'assurait que Solomon n'oublie jamais qui elle était ou ce qu'elle savait. En privé, elle remettait en question chaque transaction, surveillait ses réunions d'affaires et donnait des ordres au personnel de la maison avec une acuité que même le majordome chevronné craignait. Tu me dois plus que ton nom de famille. Elle rappelait souvent à Solomon son ton plat, mais mortel. Je sais qui tu es vraiment. Ces mots étaient son arme et elle les maniait avec précision. Sonia savait pour Suzanne. Elle était au courant de la fraude, de l'enquête, de l'accord que Salomon avait supplié Suzanne de conclure. Elle n'avait jamais demandé la vérité. Elle avait lu entre les lignes, relié les chronologies et l'avait confronté sur le balcon d'une suite de l'hôtel Napa, la nuit avant que leur fiançailles ne soit rendue publique. Tu n'as pas besoin d'avouer. Elle avait dit froidement en sirotant du champagne, sache juste que je ne suis pas le genre de femme qui reste silencieuse sans raison. Salomon avait hoché la tête puis était trop abasourdi pour répondre. À partir de ce jour, Sonia n'en a plus jamais parlé, du moins pas directement, mais son savoir flottait dans l'air entre eux et était visible mais suffocant quand elle voulait quelque chose, une voiture, une suite à Paris, un collier de diamants à 6 chiffres. Elle disait ne me faisons pas trop parler aujourd'hui. Salomon comprenait, son silence était le moins qu'elle gardait sur lui, et si jamais elle choisissait de parler, sa vie soigneusement construite pourrait s'effondrer en quelques heures. Leur mariage n'était plus un partenariat, c'était un arrangement, une performance pour le monde et une prison à huis clos. L'ironie était brutale. Il avait trahi une femme qui serait morte pour lui seulement pour finir enchaînée à une autre qui le détruirait au moment où il cesserait de payer pour son amour. Et pourtant Salomon est resté non pas par amour mais par peur que si Sonia ouvrait un jour la bouche, la vérité sur le sacrifice de Suzanne ferait surface, peur que si le public découvrait un jour le prix de sa liberté, son empire s'effondrerait. Alors il souriait quand Sonia posait pour des photos, lui tenait la main lors de collecte de fonds et hochait docilement la tête quand elle lui envoyait des SMS avec des listes de choses à acheter. Il avait échangé la compassion contre le contrôle. Mais la laisse autour de son cou n'était pas seulement celle de Sonia.
C'était sa propre culpabilité et elle se resserrait après des semaines à arpenter les rues de la ville avec un dossier de CV et une paire de chaussures usées. Suzanne Ramirez a finalement reçu un appel téléphonique qui l'a fait s'arrêter au milieu du trottoir. La voix à l'autre bout du fil était de Blue Circuit Solutions, une entreprise modeste mais en pleine croissance de réparation et de conseils techniques à la périphérie. d'Auckland, nous avons examiné votre candidature, a dit la femme, et nous aimerions vous offrir le poste de technicien de support junior. Suzanne a failli laisser tomber son téléphone, sa voix tremblait lorsqu'elle a accepté. Ce n'était pas un poste glamour, pas même proche de ce qu'elle avait fait chez Aztec. Mais c'était un travail honnête, c'était le sien après tout, quelqu'un lui avait finalement donné une chance. Le travail était simple, résoudre les erreurs logicielles, aider au diagnostic matériel et occasionnellement guider les clients dans les configurations techniques. Le salaire était bas et les heures étaient longues, mais pour Suzanne, c'était comme de l'oxygène. Elle arrivait tôt chaque matin, restait tard sans qu'on lui demande et prenait des notes. Surtout son superviseur, une femme d'âge moyen nommée Teresa, ne fouillait pas dans son passé, elle ne regardait que ses performances et Suzanne ne lui donnait jamais de raison d'en douter. L'entreprise était suffisamment petite pour être personnelle et tout le monde connaissait le nom de tout le monde. Il n'y avait pas de bureau d'angle, pas de costume et pas de ragot d'entreprise, c'était la paix et Suzanne s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Chaque jour apportait une petite victoire. La première fois qu'elle a réparé un bio corrompu sans aide, la première fois qu'un client a demandé son nom, le jour où Teresa a souri et a dit que tu étais plus vif que la plupart des diplômés universitaires. J'ai vu Suzanne commencer à se sentir à nouveau comme une personne, moins comme un numéro, plus comme quelqu'un dont la voix comptait. Elle n'avait pas de bureau chic ni d'équipe qui lui rendait des comptes, mais elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, une utilité, un but. Les ombres de son passé n'avaient pas disparu, mais elle s'était adoucie, n'étouffant plus chacun de ses souffles. Elle se réveillait chaque matin avec une raison de s'habiller et pour l'instant, c'était suffisant. Bien qu'elle parle rarement de son ancienne vie, il y avait des moments calmes où les souvenirs faisaient scintiller des lignes de code. Elle avait l'habitude d'écrire des réunions de projet. Elle avait l'habitude de diriger, mais elle ne s'attardait plus. Plus maintenant. Ce chapitre de sa vie. Peu importe à quel point elle était humble à façonner avec chaque ligne qu'elle a déboguée et chaque système. Elle a restauré. Suzanne ne réparait pas seulement des ordinateurs. Elle se réparait lentement. Tout a commencé par un appel que Rachel Kim a failli ne pas répondre. Elle travaille maintenant dans le plaidoyer juridique pour les femmes condamnées à tort. Rachel avait pris l'habitude de passer au crible de vieux dossiers d'affaires qui ne lui convenaient jamais. Suzanne Ramirez, son nom était l'un d'eux. Rachel avait été émue par sa force à l'époque où elle partageait une cellule et bien qu'elle n'ait pas parlé depuis la libération de Suzanne, l'histoire la hantait toujours. Un après-midi, enfoui au plus profond de l'arrière-plan poussiéreux d'archives cloud oubliées connectées à une ancienne correspondance juridique de la ville, Rachel a trouvé quelque chose. C'était une note d'autorisation écrite par Suzanne quelques jours avant l'enquête sur la fraude dans laquelle elle niait explicitement toute implication dans des décisions financières prises sous ses identifiants de connexion. Mais le dossier était estampillé archivé, ne pas traité. La signature au bas de la directive d'enterrer le mémo. Gillian Price, alors responsable des ressources humaines et contact privé de longue date de Solomon Jones, les doigts de Rachel tremblaient en relisant le dossier et en le comparant à d'autres documents de la même période. Les métadonnées étaient intactes. Aucun signe de falsification. Celui qui a enterré cela l'a fait délibérément, pas négligemment. Le mémo à lui seul n'aurait pas renversé l'affaire, mais il aurait soulevé suffisamment de questions pour retarder la condamnation de Suzanne et les retards signifiaient des audits plus approfondis, ce qui signifiait que tout le plan de Solomon aurait pu s'effondrer avant qu'il ne la pousse à prendre la responsabilité. Rachel a creusé plus loin et a trouvé des courriels internes entre Solomon et Gillian. Marqués comme confidentiel routage RH, la plupart étaient cryptés et étiquetés pour suppression. Mais le schéma était clair, il y avait eu un effort concerté pour induire en erreur les enquêteurs internes et faire discrètement pression sur l'équipe juridique pour qu'elle accepte les aveux de Suzanne sans sonder les incohérences. Le terrier du lapin était plus profond qu'elle ne l'imaginait, les implications se bousculaient dans la poitrine de Rachel. Ce n'était pas seulement une négligence grave. C'était une obstruction intentionnelle. Solomon n'avait pas seulement manipulé Suzanne émotionnellement. Il avait orchestré sa chute derrière un bureau avec des signatures, du silence et des alliés bien placés. Rachel avait tout imprimé et soigneusement organisé la piste numérique dans un lecteur crypté. Elle connaissait les enjeux. Si elle avait raison, ces preuves ne disculperaient pas seulement Suzanne. Elle pourrait exposer une fraude au niveau de l'entreprise et faire s'effondrer l'empire de Salomon. Mais il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de vérité et Suzanne avait le droit de la voir enfin. Ce soir-là, Rachel se tenait devant l'immeuble de Suzanne à Auckland, une enveloppe à la main. Elle ne l'avait pas vue depuis des années, mais lorsque Suzanne a ouvert la porte et a cligné des yeux de surprise, Rachel n'a dit qu'une seule chose, « Tu n'aurais jamais dû aller en prison et je peux le prouver. »
C'est la justice qui fait tomber Salomon. L'enveloppe tremblait dans les mains de Suzanne lorsqu'elle l'a ouverte. Ses doigts se déplaçaient prudemment sur les pages, ses yeux parcourant les mots qui lui serraient la poitrine. Tout cela prouvait qu'elle avait été réduite au silence. La preuve que Salomon avait orchestré ses aveux non seulement par manipulation émotionnelle, mais aussi par tromperie d'entreprise. Le mémo qu'elle avait écrit indiquait clairement qu'elle n'était impliquée dans aucune affaire financière de haut niveau. Les autorisations avaient été délibérément signalées et enterrées par quelqu'un. Elle a échangé des cartes de vœux une fois. Avec Gillian Price, responsable des ressources humaines chez Asset Egg, pendant l'enquête. Elle travaillait avec Salomon tout le temps. Rachel a dit d'une voix basse, mais brûlante. Ils ne vous ont pas simplement laissé prendre la responsabilité. Ils ont fait en sorte que personne ne regarde à deux fois. Suzanne s'est assise lentement, les papiers posés sur ses genoux. Le poids de ce qu'elle voyait, de ce que cela signifiait, s'est installé en elle comme la gravité. Pendant 5 ans, elle a vécu avec la culpabilité, la honte et l'idée qu'elle aurait peut-être dû mieux savoir, peut-être qu'elle aurait dû poser plus de questions. Et tout du long, la vérité était restée à l'arrière d'un serveur. Personne ne pensait que quelqu'un vérifierait. « Je suis vraiment désolé, » dit doucement Rachel, les yeux remplis d'émotion. Mais Suzanne secoua la tête. « Tu l'as trouvé maintenant, c'est ce qui compte. » Et à ce moment-là, une lueur de quelque chose de longtemps endormi s'éveilla en elle, pas seulement de la colère, mais une fureur vertueuse. Il lui avait volé son temps, son nom, sa dignité, mais ce qu'il n'avait pas pris, c'était sa force. Elle avait encore le temps de tout reprendre. Rachel expliqua les prochaines étapes. Ce ne sera pas facile. Elle prévint, nous n'accusons pas seulement Salomon, nous dévoilons un système. Si nous rendons l'affaire publique, le contre-coup sera immédiat. Suzanne hocha la tête d'une voix ferme. Qu'ils viennent. Au cours des jours suivants. Ils ont organisé les preuves dans un dossier structuré. Rachel a pris contact avec des avocats, des journalistes d'investigation et 2 anciens employés ascétiques qui étaient prêts à parler. Tous 2 avaient vu des documents mystérieusement disparus lors de l'enquête initiale. Rachel a préparé un point de presse. Suzanne a écrit une déclaration personnelle. Chaque mouvement était coordonné, chronométré délibérément. La femme qui était autrefois sortie de prison en silence rédigeait maintenant des paragraphes qui pourraient détruire des empires, et à chaque clic de son clavier Suzanne sentait son ancien moi revenir. Pas l'épouse brisée, pas la victime trahie, mais la femme qui dirigeait autrefois des équipes de stratégie produit avec vision et détermination. Le matin où l'histoire a éclaté, Suzanne n'a pas bronché. Elle était assise sur le canapé de son appartement, les yeux fixés sur son ordinateur portable alors que le journal technologique hebdomadaire publiait le titre « Un lanceur d'alerte exclusif sur l'acétate révèle des preuves enfouies dans une affaire de fraude de 2019 ». L'article comprenait sa déclaration, la note RH complète corroborant les captures d'écran et les preuves accablantes de la collusion de Gillian. En 1 heure, c'est devenu viral. Les hashtags ont fait fureur, les emails ont inondé, les appels juridiques ont suivi étage à travers la ville et un manoir de verre au sommet de Marin et Solomon Jones se tenait figé dans son bureau à domicile, fixant à son téléphone. Son empire tremblait maintenant sous lui. Suzanne avait ouvert la porte à la justice et il n'y aurait plus moyen de la fermer maintenant. La nouvelle a frappé Sonia comme une vague scélérate au début. Elle a rejeté les gros titres comme un appât à clics médiatique, mais alors que l'article se répandait comme une traînée de poudre sur Internet, un lanceur d'alerte révèle des preuves enfouies dans une affaire de fraude. Sonia Castillo-Jones ne pouvait plus faire semblant, elle était assise seule dans leur cuisine en marbre, le téléphone serré dans la main, relisant les révélations accablantes, la note RH, les déclarations du lanceur d'alerte, le nom de Rachel Kimé, pire encore, la voix de Suzanne. Enfin entendue dans la presse écrite, les murs autour de la vie organisée de Sonia ont commencé à se refermer. Elle avait construit son image sur le pouvoir, le prestige, le fait d'être l'épouse élégante d'un magnate de la technologie, mais maintenant les squelettes griffaient les rideaux de soie. Elle avait dessiné sur le passé de Salomon et contrairement à avant cette fois, elle n'était pas en sécurité derrière son silence. Sonia n'était pas étrangère au scandale, son ascension avait toujours impliqué des récits stratégiques contrôlés par le silence et un charme bien chronométré, mais maintenant, le récit n'était plus à elle de contrôler. Elle connaissait le secret de Salomon, l'avait même utilisé à son avantage, exigeant le luxe, le respect, la loyauté, tout en échange de son silence. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la résurrection de Suzanne. Cette femme était censée être finie, oubliée. Au lieu de cela, elle était revenue plus forte avec des preuves et le monde entier regardait. Les journalistes étaient à leur porte, les membres du conseil d'administration prenaient leur distance, les investisseurs se retiraient. Sonia pouvait sentir l'empire. Elle s'était battue pour hériter, vacillant au bord du gouffre. Elle a confronté Salomon dans son bureau, la confrontation attendue depuis longtemps. Tu m'avais dit que cela ne reviendrait jamais. Elle a craqué en claquant son téléphone sur son bureau.
Salomon était en train de s'effilocher. Il ne s'était pas rasé depuis 2 jours. Il marchait comme un homme traqué, tressaillant à chaque fois que son téléphone vibrait. Il n'avait aucun moyen d'obtenir ce mémo. Pas moyen, il a sifflé, il était enterré. Sonia ricana. Clairement pas assez profond. Son ton était tranchant comme du verre. Comprends-tu ce que cela me fait? À nous. Salomon se tourna vers elle, épuisé et désespéré. Tu savais ce que j'étais quand tu m'as épousé. Sonia recula, les yeux écarquillés, et pour la première fois, le masque tomba. Oui, mais je n'ai pas signé pour couler avec toi. Sa voix se brisa non pas par l'émotion, mais par le calcul. Elle n'était pas seulement en colère. Elle pensait à l'avenir. Sonia ne se souciait pas de la loyauté, elle se souciait de la survie et maintenant le moyen le plus simple de survivre pourrait être de quitter le navire ou pire, d'exposer tout le navire pour se sauver. Le lendemain matin, l'avocat de Sonia avait contacté le bureau du procureur de l'État. Elle a présenté une déclaration sous serment scellée détaillant les instructions de Solomon à Gillian Price la nuit du mémo enterré. C'était suffisant pour déclencher une enquête officielle. Elle ne l'a pas fait par culpabilité, mais par instinct de survie. Si Solomon tombait, elle refusait d'être un dommage collatéral. Pendant ce temps, Suzanne, assise tranquillement dans son modeste appartement, a reçu un appel de Rachel. Sonia a basculé. Rachel a dit simplement qu'elle remettait tout. Suzanne n'a rien dit pendant un moment, son esprit a dérivé non pas vers la vengeance mais vers la justice. Pour une fois, il ne s'agissait pas de douleur, mais de paix. Lentement, elle a murmuré, puis il était temps. La tempête a éclaté à exactement 9h47. Un jeudi, Solomon Jones, autrefois salué comme un visionnaire dans la Silicon Valley, a été arrêté devant le bureau de son entreprise à San Francisco, devant une mer de caméras, de collègues et de spectateurs qui avaient autrefois trinqué à son succès. Ses mains étaient menottées dans le dos, la mâchoire serrée, les cheveux ébouriffés et son costume à $1000 taché de sueur de panique. L'arrestation n'était pas une surprise, ni pour lui, ni pour Sonia, et certainement pas pour Suzanne. Mais le timing était brutal. Il venait de sortir d'une réunion de contrôle des dégâts avec son équipe de relations publiques lorsque 2 agents fédéraux se sont approchés de lui et ont prononcé ces derniers mots qui ont brisé sa carrière. Monsieur Jones. Français, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice, fraude et complot en vue de falsifier des documents fédéraux. Son empire ne s'est pas effondré lentement, il a implosé en une seule matinée. Les accusations étaient fondées sur des documents fournis par Sonia, des courriels entre Solomon et Gillian, des notes de prix et de terminal avec des horodatage falsifiés et, plus accablant encore, un virement bancaire envoyé sur un compte privé lié à Gillian 2 jours avant la dotation. Initiale de Suzanne, les preuves ont brossé un tableau clair. Solomon avait orchestré la dissimulation, fait appel à l'aide d'initiés d'Asset Tech et manipulé les processus RH pour faire taire la dissidence. La déclaration signée de Sonia, froide, clinique et impitoyable, expliquait tout par ordre chronologique. Elle n'a épargné aucun détail et parce qu'elle a coopéré tôt, les procureurs ont choisi de ne pas la poursuivre. Solomon était cependant à court d'idées. Son équipe juridique s'est démenée pour construire une défense, mais l'avalanche avait déjà commencé. Les membres du conseil d'administration ont pris leur distance. Asset Tech a publié un communiqué de presse annonçant la démission de Solomon avec effet immédiat. Les actions de la société ont chuté à midi comme elle a dit dans une cellule de détention fédérale stérile. Solomon pouvait à peine se souvenir comment tout avait commencé. Il avait construit son empire avec une ambition implacable, un charme et une trahison calculée. Mais maintenant, tout ce qui lui restait, c'était des barres de métal, des flashs d'appareils photo et le bruit d'une lumière fluorescente bourdonnante au-dessus de sa tête. Ses appels téléphoniques étaient surveillés. Ses visiteurs refusaient. Même Sonia ne s'était pas présentée. Elle avait quitté le domaine et l'avait désabonnée de toutes les plateformes sociales comme si elle pouvait effacer le passé d'un simple glissement. Ce qui le hantait le plus n'était pas une humiliation. C'était Suzanne. L'image d'elle debout au tribunal un jour, le regardant tomber. La femme qu'il avait autrefois brisée se tenait maintenant plus grande que lui, non pas par vengeance, mais par justice. Il ne pouvait plus se convaincre. Elle était partie, elle était revenue comme l'écho d'une conscience. Il pensait s'être tué et elle était plus bruyante que jamais. Pendant ce temps, Suzanne était assise tranquillement dans le bureau de Rachel regardant les nouvelles se dérouler sur une petite télévision. Elle n'a pas bronché lorsque les images ont été rediffusées, elle ne s'est pas réjouie, ses mains étaient calmement jointes sur ses genoux. Le système judiciaire était défectueux. Mais aujourd'hui il avait fonctionné. Salomon n'était pas seulement exposé, il était responsable. Tu pourrais poursuivre.
Dommages et intérêts. Rachel a dit doucement. Son ton. Perte de carrière professionnelle, traumatisme émotionnel. 5 ans de ta vie. Mais Suzanne a secoué la tête. Laisse le tribunal s'occuper de lui. J'ai d'autres choses à construire. Elle n'était pas intéressée à le vider, elle était intéressée à aller de l'avant et pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère non pas parce que Solomon était tombé mais parce qu'elle s'était relevée sans lui. C'était un auditorium bondé à la conférence sur l'autonomisation des femmes dans la technologie qui se tenait au centre-ville de San José. L'événement avait été planifié bien avant que l'effondrement de Solomon ne fasse la une des journaux nationaux. Mais quand les organisateurs ont appris que Suzanne Ramirez était liée au scandale, la femme qui avait pris la chute a purgé sa peine et a récupéré son nom. Ils ont tendu la main sans hésitation. Suzanne avait hésité au début. Parler en public signifiait rouvrir des blessures face aux escaliers et risquer que quelqu'un réduise toute son identité à la femme qui l'avait trahi. Mais Rachel l'a encouragée. Raconte ton histoire, avait-elle dit, mais cette fois avec tes mots. Alors Suzanne avait écrit le discours elle-même. Pas de nègre. Pas de filtre, juste la vérité. Debout dans les coulisses, attendant d'être présentée. Elle sentit ses mains trembler, non pas de peur, mais de l'énormité de ce que cela signifiait de parler enfin. Lorsqu'elle monta sur scène, la salle éclata en applaudissements. Pas le genre réservé aux célébrités ou aux PDG, mais le genre qui naissait d'un profond respect. Elle se tenait sur le podium, vêtue d'une simple robe bleu marine, les cheveux tirés en arrière. Pas de bijoux. Pas de prétention. Sa voix tremblait légèrement au début, mais se stabilisa lorsqu'elle parla. Je m'appelle Suzanne Ramirez. Elle a commencé il y a 5 ans. J'ai fait une erreur, pas l'erreur que tu penses, que je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, j'ai fait confiance à la mauvaise personne et je me suis tué alors que j'aurais dû riposter. La salle est devenue silencieuse, aucun téléphone n'a vibré, aucun regard n'a erré. Elle leur a tout raconté, de ses débuts à ascétique à son amour pour un homme qui voyait sa dévotion comme une monnaie d'échange jusqu'à la signature d'une confession qui lui coûterait une demi-décennie et son identité. Elle ne s'est pas attardée sur Salomon, pas par son nom, mais tout le monde le savait. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur les femmes dans le public. On nous apprend à être loyaux à tout prix. Elle a dit que je scrutais la foule pour être doux, pour pardonner avant qu'on nous le demande. Mais parfois, la chose la plus radicale qu'une femme puisse faire est de se lever, de parler et de s'éloigner des gens qui ne l'aiment que lorsqu'elle est silencieuse. Ces mots ont retenti comme le tonnerre. Certaines femmes ont hoché la tête à travers leurs larmes, d'autres ont griffonné des notes. Suzanne a conclu avec une phrase qui allait plus tard faire fureur sur toutes les plateformes. Je n'ai pas perdu 5 ans. J'ai appris qui j'étais en 5 ans et je ne retournerai pas au silence. Quand elle est descendue, les applaudissements ont été assourdissants. Cette fois, elle n'a pas bronché, elle l'a assumé. Dans les coulisses, elle a été accueillie par un flot de participants, des étudiants, des professionnels et même des PDG, chacun avec sa propre histoire. Une femme a murmuré que tu m'avais donné le courage de le quitter. Une autre a dit que je pensais être seule. Suzanne les a tous serrés dans ses bras. Elle ne se considérait pas comme une héroïne. Juste quelqu'un qui a survécu, mais la vérité était qu'elle était devenue une voix pour tant de personnes qui n'en avaient pas. Alors qu'elle quittait la salle, un journaliste lui a demandé ce qui allait suivre. Suzanne a souri doucement, vivant, a-t-elle dit, et créant un espace où les femmes n'ont pas à tout perdre pour être entendues. Le vent lui a attrapé les cheveux alors qu'elle marchait vers la voiture. Elle avait finalement trouvé sa voix et le monde l'écoutait. La salle d'audience était silencieuse lorsque Suzanne Ramirez est entrée. Les murs étaient peints de la même crème terne dont elle se souvenait du jour de sa condamnation. Mais maintenant, l'air était différent, moins étouffant, plus résolu. Ce n'était pas un procès pénal. C'était une audience fédérale post-condamnation, motivée par les preuves accablantes de mauvaise conduite entourant son cas, la note de service des RH enterrée, les témoignages du lanceur d'alerte, l'affidavit de Sonia et la collusion confirmée entre Solomon Jones et Gillian Price. Suzanne ne cherchait pas à se venger. Elle avait clairement fait savoir qu'elle était là pour effacer son casier judiciaire, pour récupérer l'identité qui lui avait été arrachée et réécrite avec honte. Le juge, une femme d'une 60aine d'années avec des boucles argentées et de l'acier dans les yeux, l'a accueillie non pas avec suspicion, mais avec dignité. Commençons, dit-elle, et la salle passa de la mémoire à la justice tandis que l'avocat présentait la chronologie. Suzanne était assise en silence, les mains jointes, les yeux concentrés. Elle n'a pas pleuré, n'a pas bronché. Elle avait assez pleuré dans le passé. Rachel était assise à côté d'elle, fière et stable. L'accusation a examiné chaque parcelle de nouvelles preuves, chaque piste falsifiée, chaque instant. Suzanne s'est vue refuser une chance équitable de se défendre. Le juge a écouté attentivement, prenant des notes, hochant la tête de temps en temps. Puis vint la déclaration finale de Suzanne elle-même. Elle s'est levée,
s'est dirigée vers le podium et a parlé clairement. Je n'étais pas coupable des crimes. J'ai été condamné pour ne pas avoir falsifié de documents financiers. Je n'ai pas commis de fraude. J'ai avoué avoir protégé quelqu'un que j'aimais et il a utilisé cet amour pour construire une vie sans moi. Elle a fait une pause. Mais aujourd'hui, je ne demande pas de pitié. Je demande une restauration pour avoir la chance d'être celle que j'étais avant qu'ils ne prennent tout. Le silence qui a suivi était lourd, mais respectueux. La juge a suspendu la séance pour délibérer et quand elle est revenue 40 minutes plus tard, la salle d'audience a retenu son souffle. Son verdict a été rapide. Le tribunal estime que la condamnation initiale était basée sur des preuves sciemment supprimées par des acteurs du secteur privé en collusion avec le conjoint accusé. Par conséquent, la condamnation est par la présente annulée. Madame Ramirez, votre nom est blanchi. Le marteau a frappé une fois et avec lui 5 années de honte sont tombées. Les mains de Suzanne tremblaient légèrement tandis que Rachel la serrait fort dans ses bras. Ce n'était pas bruyant, il n'y avait pas de caméra, pas de presse, juste une victoire silencieuse et puissante. En sortant, un greffier lui a remis un document, son nouveau casier judiciaire propre et scellé en haut son nom, Suzanne Isabelle Ramirez, intacte sans tache renaissante. Des semaines plus tard, Suzanne se tenait devant un bâtiment qui portait son nom, le Centre Ramirez pour les femmes dans la technologie, financé par des subventions et des dons inspirés par son histoire. Le centre était un espace pour les femmes anciennement incarcérées pour apprendre le codage, la littératie financière et l'entrepreneuriat. C'était plus qu'un bâtiment. C'était un avenir que Suzanne avait construit à partir de cendres le jour de l'ouverture. Elle a prononcé un court discours debout sous la bannière avec une fierté tranquille. Cet endroit ne concerne pas le passé. Elle a dit, c'est ce que nous créons après la tempête. La foule, les jeunes femmes mentors, les survivants ont applaudi au premier rang. Rachel rayonnait et quelque part au loin, derrière des murs de pierre et des clôtures en fil de fer, Solomon Jones l'a lu dans un journal et savait qu'il serait oublié. Mais Suzanne Ramirez ne serait plus jamais réduite au silence. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.